Le ciel s'embrasait au-dessus d'Epsilon Eridani IV. Ce qui avait commencé comme une matinée paisible dans la colonie de Novan avait basculé dans le chaos en quelques minutes. Les vaisseaux de guerre Mralki apparurent sans prévenir, leurs silhouettes massives masquant les deux soleils tandis qu'ils se positionnaient en formation d'attaque. Lara Carson courut dans les couloirs du centre de commandement de la colonie, les sirènes d'urgence hurlant à ses oreilles. En tant qu'administratrice de la colonie, elle s'était préparée aux situations d'urgence à maintes reprises, mais rien ne l'avait préparée à une véritable invasion Meralki. « Rapport d'étape !» cria-t-elle en entrant dans la salle de contrôle principale. Des écrans répartis dans la pièce montraient les colonies périphériques de la colonie déjà en flammes. 6 destroyers Meralki et 12 vaisseaux de soutien, rapporta Keith Brown, son chef de la sécurité. Sa peau bleue était pâle de peur, les taches caractéristiques des 9 ans presque blanches sur son visage. Ils ont déjà détruit nos défenses orbitales. L'assaut terrestre a commencé dans les secteurs 3 et 4. Lara se cala contre une console. Les Meralki étaient connus dans toute la galaxie pour leurs conquérants impitoyables. Ils n'ont pas fait de prisonniers ni établi de forces d'occupation. Ils ont simplement anéanti les populations indigènes et dépouillé les planètes de leurs précieuses ressources. « Les communications ?» a-t-elle demandé. « Les communications planétaires sont toujours actives, mais ils ont bloqué tous les signaux sortants », a déclaré Maria Diaz, la spécialiste des communications. Ses doigts se déplacèrent rapidement sur sa console. Impossible d'atteindre le Concorde galactique. Lara regarda l'écran tactique. La base militaire du Concorde la plus proche se trouvait dans le système Proxima, à au moins 4 jours de distance à vitesse maximale. Même s'ils parvenaient à envoyer un message, les secours arriveraient trop tard. « La balise quantique », dit-elle doucement. Le silence retomba dans la pièce. La balise quantique était leur dernier recours, une violation directe des protocoles Concorde, à utiliser sauf dans les circonstances les plus extrêmes. L'appareil pouvait envoyer un signal de détresse instantané sur de vastes distances, mais la surtension énergétique révélerait probablement la position de leur centre de commandement. « Madame, si nous l'activons, » commença Keith, « nous serons leur première cible. » L'Oura termina pour lui. « Je sais. Commencez l'évacuation de tout le personnel non essentiel. Conduisez-les aux abris souterrains. » À travers les fenêtres blindées, elle pouvait voir la lueur orange des incendies se propager dans le camp principal de la colonie. Au loin, des péniches de débarquement Mralki atterrissaient, débarquant des troupes et récupérant du matériel. « Les navires Mralki changent de position », rapporta Sam Wilson, l'officier tactique. Ils se dirigent vers un bombardement systématique. Lara observa les visages autour d'elle, ceux avec qui elle avait travaillé pendant des années, faisant de cette colonie une communauté prospère de 30 000 Novans. Ils étaient désormais menacés d'extinction. « Activez la balise quantique », ordonna-t-elle. Maria hésita une seconde avant de saisir les codes de commande. Un léger bourdonnement s'éleva dans les murs, tandis que le puissant appareil se chargeait. « Paramètres du message ?» demanda Maria d'une voix ferme, malgré la peur qui se lisait dans son regard. « Protocole de détresse standard. Inclure toutes les données disponibles sur les forces rocheuses. » Le bâtiment trembla lorsque le premier bombardement frappa non loin. De la poussière tomba du plafond. « Il faudrait inclure que le signal a traversé le secteur 8-27, suggéra Keith. Lara fronça les sourcils. « Le territoire humain. » Pourquoi ? Juste pour couvrir toutes les zones. Le signal les atteindra en premier, même s'ils ne peuvent rien faire. Lara hocha la tête. Les humains étaient nouveaux venus dans le Concorde galactique, admis il y a seulement 3 ans. Leur capacité spatiale s'était limitée et ils n'avaient colonisé que 2 mondes. Leurs vaisseaux étaient primitifs comparés aux standards du Concorde, mais le protocole exigeait la notification de tous les membres du Concorde à portée. « Ajoutez-le à la transmission », acquiesça-t-elle. La balise quantique atteignit sa pleine puissance, sa tonalité distinctive, atteignant un niveau presque inaudible. Sur les écrans de la pièce,
Les relevés d'énergie montèrent dangereusement en flèche. Balise prête, annonça Maria. Une autre explosion, plus proche cette fois. Les lumières vacillèrent. Faites-le, ordonna Lara. Maria pressa la dernière commande. Pendant un instant, rien ne sembla se produire. Puis une impulsion d'énergie traversa le bâtiment. Les lumières s'éteignirent complètement avant que l'alimentation de secours ne soit activée. Signal envoyé. Maria confirma. Le bâtiment trembla de nouveau, plus violemment cette fois. Des alertes structurelles clignotèrent sur les écrans opérationnels restants. Elle est touchée directement. Sam fit son rapport. Ils nous ont trouvés. Lara se redressa, lissant sa veste d'uniforme. Commencer la purge des données. Évacuer tout le personnel restant pour prendre des décisions de repli. Tandis que son équipe se précipitait pour obtempérer, elle regarda une fois de plus l'écran tactique montrant l'écrasante force Mralki. Le signal de détresse était parti, traversant la galaxie à des vitesses dépassant les limites de la physique. Mais elle connaissait la vérité que personne ne voulait exprimer à voix haute. Les secours arriveraient trop tard. Les Novins d'Epsilon Eridani IV étaient déjà morts. Ils l'ignoraient encore. La salle du Haut Conseil de la Concorde galactique était rarement pleine à craquer. Aujourd'hui, tous les sièges étaient occupés. Des représentants de 300 espèces étaient assis en gradin autour de l'estrade centrale. L'atmosphère était tendue tandis que les rapports sur l'attaque des Mralkis contre Epsilon Eridani IV apparaissaient sur tous les écrans. L'amiral Tsan se tenait au centre de la salle, ses avant-bras gesticulant vers l'écran holographique indiquant les positions de la flotte Mralki. Sa peau grise reflétait l'éclairage rouge d'urgence, allumé depuis l'arrivée du signal de détresse. La force Mralki se compose de 18 vaisseaux capitaux et d'au moins 30 vaisseaux de soutien, expliqua-t-il, son traducteur traduisant son discours claquant en langage galactique standard. Notre flotte d'intervention rapide la plus proche se trouve actuellement à 4 jours du système Epsilon Eridani. Une vague de murmures inquiets parcourut la salle. Chacun savait ce que cela signifiait. Le temps que les secours arrivent, la colonie serait détruite. « Ne pourrions-nous pas envoyer un vaisseau plus rapide ?» demanda la représentante Khalsa de la Fédération tellurienne. Sa crête emplumée se dressa d'agitation. « Nous avons sûrement quelque chose qui pourrait arriver plus tôt. » L'amiral Xan secoua la tête. « Nos vaisseaux éclaireurs les plus rapides pourraient arriver en 2 jours, mais ils ne sont pas équipés d'armes capables d'affronter les destroyers Mralki. » Du plus haut échelon, une voix ancienne s'éleva. Zol, représentant de la race Folian, se pencha en avant. Son visage ridé, à peine visible sous sa capuche cérémonielle. Les Folians comptaient parmi les plus anciennes espèces de la Concorde, respectées pour leur sagesse. Le signal de détresse aurait transité par le secteur 837, nota Zol, l'espace humain. Un moment de silence perplexe s'écoula avant que des rires nerveux n'éclatent parmi plusieurs représentants. « Les humains, dit le ministre de la Défense Gora. Ils peuvent à peine atteindre leur propre lune avec leur technologie primitive. Ce n'était pas tout à fait juste. Les humains s'étaient développés plus rapidement que la lumière, raison pour laquelle ils avaient obtenu le statut de membre provisoire du Concorde 3 ans auparavant. Mais leurs vaisseaux étaient lents et peu nombreux. La Terre n'avait établi que 2 petites colonies au-delà de leur système d'origine. Le ministre Gora a raison, déclara l'amiral Tan. Les humains n'ont aucune présence militaire en dehors de leur territoire immédiat. Ils disposent de moins de 20 vaisseaux interstellaires au total, dont seulement 6 équipés d'un quelconque armement. Ils ne sont tout simplement pas un facteur dans cette situation. Le représentant Zol acquiesça lentement, concédant le point. Nous devrions néanmoins les informer officiellement, déclara la représentante Julia Anderson, la déléguée humaine. Elle était l'une des 3 seules humaines de tout le gouvernement central de Concorde. Mon peuple voudrait le savoir. Bien sûr, représentant Anderson, dit le haut chancelier Vax, ces tentacules translucides ondulant sous ce que les délégués les plus expérimentés identifièrent comme de l'impatience,
Mais nous devons nous concentrer sur des réponses concrètes. Amiral, quels sont les préparatifs pour les réfugiés? S'il y en a, murmura quelqu'un, pas assez bas. L'amiral Tsan activa un nouvel affichage. Nous préparons des installations de traitement des réfugiés dans le système Proxima. Des navires médicaux sont déjà en route, mais compte tenu des tactiques habituelles des Mroki, il ne termina pas sa phrase. Tout le monde savait que les Mroki laissaient rarement des survivants. Alors que la discussion se poursuivait, la représentante Anderson quitta discrètement son siège et se dirigea vers une cabine de communication privée au fond de la salle. Elle posa la main sur le scanner de sécurité et attendit que la cabine se referme autour d'elle. L'air bourdonna tandis que les champs de confidentialité s'activaient. « Canal prioritaire vers le commandement central de la Terre », dit-elle clairement. « Autorisation Anderson 7, Delta 9. » Le système de communication traita sa demande. Au bout de quelques secondes, l'écran s'illumina de l'insigne de la Terre. Le représentant Anderson, un homme au visage sévère et en uniforme sombre, déclara « C'est un contact inattendu. Général Clark, nous avons un problème, dit-elle. Un signal de détresse d'Epsilon Eridani 4. Force d'invasion. Melky. La colonie est soumise à une attaque massive. L'expression du général ne changea pas, mais sa posture se redressa légèrement. Epsilon Eridani est dans notre zone d'intervention. La flotte Concorde n'arrivera pas avant 4 jours, poursuivit Anderson. Le Conseil a pratiquement abandonné la colonie. Le général Clark resta silencieux un instant. Je comprends. Merci pour l'information, représentant. Qu'allez-vous faire? Demanda-t-elle. L'expression du général s'adoucit légèrement. Ce que nous faisons toujours, représentant. La bonne chose à faire. La communication fut coupée. Anderson resta un long moment dans la cabine avant de regagner la salle du Conseil. Le débat était toujours en cours, les représentants discutant de l'allocation des ressources aux réfugiés et des réponses diplomatiques à apporter à l'Empire Meralki. Aucun d'eux ne remarqua son petit sourire lorsqu'elle reprit place. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. L'amiral Gurel se tenait sur le pont de commandement du vaisseau amiral Meraki, le Merciless Harvest, observant avec satisfaction le bombardement d'Epsilon Eridani 4 se poursuivre. L'écran montrait des fleurs oranges destructrices se répandant à la surface de la planète bleu-vert. Sa peau écailleuse luisait sous les lumières crues de la passerelle tandis qu'il se tournait vers son second. « Rapport sur les analyses de ressources », ordonna-t-il. Le commandant Vrex s'inclina légèrement. Une marque de respect méritée. « Excellent résultat, amiral. Les premières mesures révèlent de fortes concentrations de minéraux rares sur le continent nord. Le matériel biologique est en cours de traitement pour la conversion en combustible. Matériel biologique. Un terme froid pour désigner les corps des colons. Les Mraki n'ont rien gaspillé, pas même les espèces qu'ils ont détruites. Combien de temps faudra-t-il avant que les équipes d'extraction puissent commencer les opérations complètes? Demanda Grell. 24 heures, amiral. Nous devons d'abord terminer la phase de nettoyage. Grell hocha la tête et se tourna vers l'écran. Les défenses de la colonie étaient d'une faiblesse lamentable. Leurs plateformes orbitales avaient été détruites dès les premières minutes de l'attaque. Les forces terrestres disposaient d'un meilleur équipement que prévu, mais rien qui puisse véritablement remettre en cause la supériorité de Mralk. Il s'agissait désormais simplement d'une destruction systématique. « Amiral, nous relevons des relevés inhabituels », rapporta soudain l'officier des capteurs. Grell fronça les sourcils. « Quel genre de relevés? Des signatures énergétiques, monsieur. Ça venait du secteur 8927. » Grell consulta son datapad. « C'est le secteur vide. Rien à part une espèce primitive avec un minimum de voyages spatiaux. » « Oui, monsieur, mais ces relevés... » L'officier parut perplexe. « Ils se déplacent plus vite que tout ce qui se trouve dans notre base de données. »« Un dysfonctionnement de capteur, » dit Grell d'un ton dédaigneux. « Lancez un diagnostic. »« Oui, amiral. » L'officier retourna à sa console tandis que Grell reportait son attention sur le bombardement.
L'atmosphère de la planète commençait à montrer les signes des tempêtes de feu qui allaient bientôt ravager sa surface. Des conditions idéales pour les moissonneurs. Amiral. La voix de l'officier des capteurs était maintenant plus aiguë. Les relevés sont confirmés. Plusieurs objets approchent à une vitesse. Impossible, interrompit le commandant Frex. Rien ne bouge aussi vite. 12 minutes pour intercepter. Poursuivit l'officier, ignorant la réprimande. Grell ressentit une pointe de malaise. Levez les boucliers. Déplacez les vaisseaux de soutien derrière les vaisseaux capitaux. L'équipage de la passerelle s'empressa d'obtempérer tandis que Grell étudiait lui-même les relevés des capteurs. Les objets se déplaçaient effectivement à des vitesses incroyables, plus rapides que n'importe quelle technologie Concorde connue. Mais c'était impossible. La seule espèce présente dans cette région était « lâchant la vitesse de vol », cria l'officier tactique. L'écran vacilla tandis que 7 vaisseaux anguleux et élancés apparurent soudain au milieu de la flotte Mralki. Leur conception était différente de tout ce que Garel avait vu auparavant. Des coques noires aux arêtes vives qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Plus petits que les destroyers Meralki, ils se déplaçaient avec une précision incroyable, se positionnant entre les vaisseaux Mralki et la planète. « Qui sont-ils » demanda Grell. « Comment ont-ils réussi à déjouer nos capteurs extérieurs ?»« Conception inconnue » rapporta l'officier tactique. « Aucune correspondance dans notre base de données. »« Ils émettent » dit l'officier des communications. « Toutes fréquences, toutes langues. »« Passez » ordonna Grell. Une voix calme et posée emplit la passerelle, parlant parfaitement le standard galactique. Ici le capitaine Alan Brooks des Forces navales unies de la Terre. Vous êtes engagé dans une attaque illégale contre une colonie galactique de Concorde. Déclenchez immédiatement les hostilités ou soyez neutralisés. Le silence retomba sur la passerelle. Le commandant Vrex fut le premier à se relever. La Terre. Les humains. Il rit d'un rire rauque. Ils ont à peine une capacité interstellaire. Grell étudia plus attentivement les vaisseaux à l'écran. Leur positionnement était parfait, tactique, sans mouvement inutile, et leur vitesse était au rendez-vous. « Ouvrez un canal », ordonna-t-il. Une fois la connexion établie, Grell parla avec toute l'autorité d'un amiral Mralki. « Ici l'amiral Grell de l'Empire Mralki. Vous êtes entré dans une zone de combat. Partez immédiatement ou vous serez détruit. » La réponse fut immédiate. « Ceci est votre dernier avertissement, amiral. Déposez vos armes et quittez ce système. » Grell grogna. « Visez le vaisseau de tête. Pleine puissance pour les batteries avancées. » Les armes principales du vaisseau amiral Meralki se chargent, l'énergie atteignant des niveaux capables de briser une petite lune. Les systèmes de visée se verrouillent sur le vaisseau humain le plus proche. « Feu !» ordonna Grell. Le rayon jaillit, une lance d'énergie pure qui aurait dû vaporiser instantanément le vaisseau humain. Au lieu de cela, juste avant l'impact, le vaisseau se mit simplement en mouvement. Pas un lent et lourd virage comme les Concordes, mais une torsion impossible qui défiait la physique elle-même. Le rayon traversa inoffensivement le vide. Outgrill commença. Puis les humains ouvrirent tant le feu. Le premier tir humain ne détruisit pas le vaisseau Meralki. Il n'en avait pas besoin. Un rayon d'énergie bleu-blanc jaillit du vaisseau humain, frappant le vaisseau amiral Mralki avec une précision chirurgicale. Le rayon ne toucha ni la coque principale ni les systèmes d'armes. Il transperça une section précise de l'anneau extérieur. Le générateur de boucliers. Boucliers baissés sur les secteurs 3 à 7, cria l'officier tactique Mralki, la voix s'élevant sous le coup de la panique. Avant que l'amiral Grell ne puisse réagir, 2 autres vaisseaux humains ouvrirent le feu. Leurs armes atteignirent avec une précision incroyable, ciblant les systèmes de contrôle des moteurs et de guidage des armes du vaisseau amiral. Les tirs n'étaient pas destinés à détruire, mais à neutraliser. « Ripostez !» rugit Grell.
La flotte Mralki répliqua, déclenchant un barrage qui aurait dû anéantir les petits vaisseaux humains. Mais les humains se déplaçaient comme jamais Grell ne l'avait vu. Leurs vaisseaux tournoyaient et tournaient à des angles qui semblaient défier les lois de la physique, échappant à la plupart des tirs Mralki. Les quelques tirs qui touchèrent les vaisseaux humains frappèrent sans dommage des boucliers bien plus perfectionnés que tout ce que possédait l'arsenal Mralki. Sur le pont de commandement de l'UAN Defender, le capitaine Alan Brooks était assis calmement dans son fauteuil. Autour de lui, son équipage travaillait avec un manque d'entraînement. Pas de cris, pas de panique, juste le bourdonnement discret des professionnels à l'œuvre. « Rapport de situation », dit Brooks. Le lieutenant Sharon Jones leva les yeux de son écran tactique. 3 destroyers Mralki hors d'état de nuire. Aucune perte signalée de leur côté. Notre bouclier tient à 92%. Brooks hocha la tête. Et la colonie 92%. Brooks hocha la tête. Et la colonie? Les forces terrestres Meraki sont toujours actives, monsieur, rapporta le commandant Great Patterson depuis la console d'opération. Mais le bombardement orbital a cessé. Bien, signalez au Jefferson et au Lincoln de se séparer et de commencer le déploiement des vaisseaux de largage. Concentrez-vous sur les points d'extraction civile. Oui, monsieur. Brooks reporta son attention sur l'écran principal. Les Merroks se regroupaient, formant une ligne défensive, leurs navires intacts protégeant les vaisseaux endommagés. Ils préparent une nouvelle attaque, prévint le lieutenant Jones. Laissez-les venir, dit Brooks. Maintenez vos positions actuelles. L'attaque de Merrock fut une vague de rayons d'énergie et de tirs de missiles. Une fois de plus, les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision incroyable, esquivant la plupart des tirs. Le commandant Patterson leva les yeux de sa console. « Monsieur, nous recevons une transmission du vaisseau de commandement Meralki. »« Transmettez-la, » ordonna Brooks. Le visage de l'amiral Grell apparut à l'écran. Ses traits écailleux étaient crispés par la fureur. « Qu'êtes-vous » demanda-t-il. « Ce ne sont pas des capacités humaines. » Brooks s'autorisa un léger sourire. « Vous opérez avec des renseignements obsolètes, amiral. L'humanité a choisi de conserver certaines capacités. Privées. Impossible. Votre espèce n'a atteint le voyage spatial qu'il y a un siècle. Et pourtant, nous y sommes, répondit calmement Brooks. Je répète mon ordre. Reposez-vous et retirez-vous de ce système, où nous serons contraints de prendre des mesures plus agressives. Grill grogna, montrant des rangées de dents acérées. L'Empire Mralki ne recule pas. Tous les vaisseaux concentrent leur feu sur le vaisseau amiral humain. La transmission est coupée. Ils ont fait leur choix. Détruisez leur système de propulsion. Je veux que ces vaisseaux soient anéantis dans l'espace. Oui, monsieur. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que les Mralki avaient connu en des siècles de guerre. Les vaisseaux humains se déplaçaient en parfaite coordination, comme s'ils pouvaient prédire chaque manœuvre des Mralki avant qu'elle ne se produise. Leurs tirs frappèrent avec une précision extrême, neutralisant moteurs, armes et systèmes de communication sans détruire les navires eux-mêmes. Dans la salle du Conseil de Concorde, les représentants observèrent, dans un silence stupéfait, le déroulement de la bataille sur leurs écrans. Les données provenaient de capteurs longue portée, avec un décalage de plusieurs minutes. « C'est impossible », murmura l'amiral Tan. La représentante Anderson se tenait silencieuse au fond de la salle, son visage ne trahissant rien. « Comment font-ils cela » demanda le chancelier Vex. D'où venaient ces vaisseaux? Personne n'avait de réponse. Les écrans tactiques montraient 3 autres vaisseaux Mralki hors service, moteurs à froid, armes hors service. Non pas détruits, délibérément épargnés, mais totalement neutralisés. Sur le vaisseau amiral Mralki, l'amiral Grell observait avec une horreur croissante sa flotte systématiquement paralysée. Les navires, les uns après les autres, signalaient des pannes critiques. Pas un seul vaisseau humain n'avait été sérieusement endommagé. « Amiral, » dit le commandant Vrax d'une voix tremblante. « Quels sont vos ordres » Grell fixait l'écran tactique.
En seulement 15 minutes, les humains avaient neutralisé plus de la moitié de sa flotte. Son esprit peinait à assimiler ce qu'il voyait. Amiral. Avant que Grell puisse répondre, l'écran s'illumina de nouveau, affichant le visage du capitaine Brooke. « Amiral Grell, dit calmement l'humain, votre flotte est neutralisée. Je vous suggère de reconsidérer mon offre tant que vous le pouvez encore. » Alors que la bataille spatiale faisait rage au-dessus d'Epsilon Eridani 4, la situation à la surface d'Epsilon Eridani 4 était tout aussi choquante pour les forces terrestres de Meralki. Le commandant Zérik menait ses troupes à travers les ruines incendiées de la principale colonie Novan. Ses soldats se déplaçaient avec un manque d'entraînement, tirant sur les survivants qu'ils trouvaient. Les Novans ne faisaient pas le poids face aux prouesses guerrières de Meralki. Leurs corps à la peau bleue jonchaient les rues tandis que les forces de Zérak avançaient vers le centre de ressources de la colonie. Installer le matériel de récolte dans le secteur 5. Zérik ordonna à son unité de communication. Commencez le traitement dès que possible. Ses ordres furent interrompus par un bruit étrange au-dessus de sa tête. Levant les yeux, Zérik vit de petits objets noirs descendre dans le ciel en fumée. Trop petits pour être des vaisseaux, ils se déplaçaient avec trop de précision pour être des débris. Des objets inconnus pénètrent dans notre espace aérien, rapporta son officier tactique. Il semble qu'il s'agisse de capsules de largage. Jarek fit signe à ses troupes de se mettre en position défensive. Les objets ralentirent en approchant du sol, atterrissant avec une douceur surprenante dans une zone dégagée à environ 200 mètres. « Préparez-vous au combat », ordonna Jarek. « Quoi qu'il en soit, détruisez-les. » Ses soldats levèrent leurs armes lorsque les capsules commencèrent à s'ouvrir. Jarek s'attendait à voir des soldats de la paix de Concorde, ou peut-être une espèce inconnue. Ce qui en sortit sema une vague de confusion dans ses rangs. Des humains, rien que des humains. Mais ils portaient sans quelque chose d'étrange. Des combinaisons moulantes en tissu sombre, traversées de lignes bleues, brillantes. « Ce sont les primitifs du secteur 8527, dit son second en riant. Ce sera vite fini. Sherik n'en était pas si sûr. Les humains se déployaient avec une discipline inhabituelle, se mettant en formation avec une aisance acquise. Il n'en comptait que 30 contre plus de 300 guerriers Meralki. « Ouvrez le feu !» ordonna-t-il. Les armes Meralki s'embrasèrent, projetant des gerbes d'énergie vers les médecins humains. Les humains ne se dispersèrent pas et ne paniquèrent pas. Au contraire, l'air autour d'eux scintilla tandis que leurs boucliers personnels s'activaient, une technologie que les Meralki croyaient encore théorique. Puis les humains commencèrent à bouger. Leurs combinaisons amélioraient clairement leur capacité physique, leur permettant de sprinter à des vitesses comparables à celles des Mralki, naturellement athlétiques. Ils esquivaient les bâtiments et les décombres avec une grâce surnaturelle, contournant les positions des Mralki avant que Jarek ne puisse ajuster sa stratégie. Les armes humaines étaient tout aussi surprenantes. Des fusils à énergie compacte qui transperçaient aisément les armures des Mralkis. Mais le plus choquant résidait dans leur évidente retenue. Les humains tiraient sur les jambes et les bras, évitant délibérément les tirs mortels autant que possible. « Repliez-vous sur des positions secondaires », ordonna Zérik alors que sa ligne de front commençait à s'effondrer. Tandis que ses troupes se retiraient, Zérik regarda incrédule un soldat humain soulever un pan de mur effondré, pesant au moins 2 tonnes, pour libérer les civils Novans pris au piège. La combinaison motorisée de l'humain brillait davantage au niveau des articulations, amplifiant sa force à des niveaux inimaginables. Des scènes similaires se déroulaient dans toute la colonie. De petites équipes humaines sécurisaient systématiquement les zones clés, établissaient des points d'évacuation médicale et engageaient les forces Mralki avec une supériorité tactique écrasante. Au centre médical principal de la colonie, une escouade humaine dirigée par le lieutenant Patrick White avait établi un périmètre défensif autour de centaines de Novans blessés. Les Mralki avaient encerclé le bâtiment,
déterminés à éliminer tous les survivants conformément à leur protocole habituel. Ils reviennent, avertit le sergent Kimberly Lee en vérifiant sa charge. Au moins 60 cette fois. Le lieutenant White hocha calmement la tête. Son escouade ne comptait que 12 soldats, mais ils avaient déjà repoussé 2 assauts Merauke. « Connor, comment notre bouclier les tient-il le coup ?» demanda White. Le soldat Jeff Connor vérifia le générateur de bouclier portable qu'ils avaient déployé. « 70%, monsieur. Ça tiendra pour une autre vague. » Le lieutenant a activé son unité de communication. « À toutes sur les unités, préparez-vous au contact. N'oubliez pas mortel si possible. Nous voulons des prisonniers, pas des corps. » Alors que les Merauke chargeaient la position, les humains ont riposté par des tirs coordonnés, leurs armes étant réglées pour paralyser si possible. 3 humains se sont installés en hauteur, assurant un tir de couverture pendant que les autres engageaient un combat rapproché. À l'intérieur du centre médical, le docteur Lisa Harris s'efforçait frénétiquement de sauver des vies chez les Novans. Elle n'avait jamais traité de physiologie extraterrestre auparavant, mais sa combinaison médicale lui fournissait des informations sur la biologie des Novans en temps réel, guidant ses actions. D'autres blessés arrivaient, appelés médecins humains, tandis que les soldats transportaient un Novan blessé. Un petit enfant de Novan leva les yeux vers le docteur Harris, les yeux écarquillés et effrayés. « Êtes-vous l'aide dont on disait qu'elle n'arriverait jamais à temps ?» demanda-t-il d'une voix galactique brisée. Le docteur Harris sourit en appliquant un gel cicatrisant sur le bras blessé de l'enfant. « Oui, dit-elle simplement. Nous sommes là maintenant. » 3 heures après l'arrivée des premiers vaisseaux humains, la bataille pour Epsilon Eridani IV était terminée. La flotte Merauke était immobile dans l'espace, désemparée mais largement intacte. À la surface de la planète, les derniers foyers de résistance Merauke s'étaient rendus, confrontés au choix impossible entre capituler ou combattre un ennemi invincible. L'amiral Grell se tenait dans la salle de conférence de son vaisseau amiral, les écailles sternies par la fatigue et le choc. Face à lui était assis le capitaine Alan Brooks, flanqué de 2 officiers humains. Aucun des 2 camps n'était armé. Un geste de confiance que Grell trouva presque aussi surprenant que la victoire humaine. « Vos conditions ?» demanda simplement Grell. Brooks fit glisser un bloc de données sur la table. « Toutes les forces Merauke se retireront de ce système. Vos blessés seront soignés et vous seront rendus. Vos vaisseaux seront suffisamment réparés pour que vous puissiez retourner en toute sécurité sur votre territoire. Mais les systèmes d'armes resteront hors service. » Grell cligna lentement des yeux. L'équivalent Merauke de la surprise. « Vous nous laissez partir. »« Oui? Pourquoi? Vous avez gagné. Selon les règles de la guerre, nos vies et nos vaisseaux sont à vous. » Brooks se pencha légèrement en avant. « Ce ne sont pas nos règles, amiral. Sur la planète en contrebas, des vaisseaux humains continuaient d'atterrir, apportant des équipes médicales, des ingénieurs et du matériel de secours. En quelques heures, ils avaient établi des hôpitaux de campagne dans chaque grande colonie et commencé à distribuer nourriture et eau potable aux survivants. La directrice Lara Carson, son uniforme déchiré et sale, observait avec stupéfaction les équipes humaines travailler avec une efficacité incroyable. Elle se tenait devant le bâtiment administratif principal de la colonie, qui servait désormais de centre de coordination des secours, lorsqu'un officier humain s'approcha d'elle. « Directrice Carson, je suis la commandante Laura Bennett. »« Directrice Carson, je suis la commandante Laura Bennett, équipe d'intervention humanitaire. » Carson serra la main qu'elle lui tendait, peinant encore à assimiler tout ce qui s'était passé. « Comment es-tu arrivé si vite ?» demanda-t-elle. Les forces Concord les plus proches étaient à plusieurs jours de là. Le commandant Bennett sourit. « Nous étions plus près que tu ne le pensais. La Terre maintient des bases d'opérations avancées près de toutes les grandes colonies Concord, simplement, discrètement. Mais ça, les rapports de Concord indiquaient que les humains avaient des capacités spatiales limitées. »« Oui, acquiesça Bennett.
C'est ce que disaient que les rapports. Avant que Carson puisse poser d'autres questions, une petite Novan courut vers Bennett, tirant sur son uniforme. Le commandant s'agenouilla à hauteur, ardeur des yeux de l'enfant. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle doucement. « Ma mère a besoin de médicaments, » dit l'enfant. « Les médecins bleus n'ont pas les bons médicaments. » Bennett hocha la tête sérieusement. « Allons retrouver ta mère. » Alors que le commandant s'éloignait avec l'enfant, Carson se retourna et vit un groupe d'ingénieurs humains déjà occupés à rétablir le courant sur le réseau endommagé de la colonie. Au loin, elle distinguait des tentes médicales où des médecins humains soignaient Novan et Ralki blessés côte à côte. 4 jours plus tard, lorsque la flotte d'intervention rapide du Concorde galactique arriva enfin, elle trouva une opération de secours pleinement opérationnelle déjà en cours. La flotte Meralki était partie sous escorte de 2 vaisseaux humains. Des abris temporaires abritaient les colons déplacés et la reconstruction des infrastructures essentielles avait commencé. L'amiral Tsan s'est téléporté avec une équipe de responsables de Concorde, s'attendant à un désastre. Au lieu de cela, il a été accueilli par le directeur Carson et le capitaine Brooks dans un centre de commandement opérationnel. « C'est inattendu », a déclaré l'amiral Tan en observant la salle des opérations animée où humains et Novans travaillaient côte à côte. « Les humains sont arrivés moins d'1 heure après notre signal de détresse », expliqua Carson. « Ils ont quitté le Meralki et ont immédiatement lancé les opérations de sauvetage. » L'amiral Tan se tourna vers le capitaine Brooks. « Comment? Votre flotte n'a jamais été signalée comme ayant cette capacité. » Brooks sourit poliment. « Il y a beaucoup de choses sur l'humanité qui n'ont pas été rapportées, amiral. » Dans un coin tranquille du centre de commandement, le commandant Bennett discutait avec un médecin de Concorde. « Vos protocoles de traitement pour la physiologie de Novan sont remarquablement avancés, » remarqua le médecin de Concorde. « Nous ignorions que les humains possédaient de telles connaissances. » Bennett haussa les épaules. « Nous apprenons vite, et vos techniques de chirurgie de terrain aussi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Vos taux de survie dépassent nos attentes. » « Nous avons beaucoup d'expérience, » dit Bennett à voix basse. Le médecin la regarda avec curiosité, avec une physiologie nouvelle. « Avec un traumatisme, » corrigea Bennett. « Les humains ont une longue tradition de traitement des blessures sur le champ de bataille. » Dehors, d'autres vaisseaux Concorde arrivaient en orbite. La nouvelle des événements survenus à Epsilon Eridani se répandait dans toute la galaxie. L'histoire était toujours la même. Un signal de détresse fut envoyé, et des humains arrivèrent. Des humains dotés d'une technologie et de capacités bien au-delà de ce que l'on avait cru possible. Ce qui dérouta le plus les représentants du Concorde, ce ne fut pas la soudaine démonstration de puissance militaire des humains. C'est ainsi qu'ils utilisaient ce pouvoir, non pas pour conquérir ou se venger, mais pour se protéger et guérir. Une semaine après la bataille d'Epsilon Eridani IV, le Haut Conseil de la Concorde galactique convoqua une session d'urgence. La salle circulaire était bondée, les représentants de toutes les espèces membres se rassemblant pour discuter de ce que beaucoup appelaient désormais la question humaine. Le grand chancelier Vex ouvrit la séance, ses tentacules ondulant sous une agitation à peine maîtrisée. « Nous sommes ici pour déterminer comment les humains ont réussi à dissimuler leur véritable capacité au Concorde pendant 3 ans, » annonça-t-il, et surtout, quelles étaient réellement ces capacités. La salle s'ouvrit d'un grand éclat de voix tandis que des dizaines de représentants tentaient de s'exprimer simultanément. L'amiral Tsand a finalement pris la parole. « Notre enquête a révélé des faits troublants, » a-t-il déclaré. Les navires humains qui affrontent les Mralki ne correspondent à aucun navire inscrit dans notre registre officiel. Ils semblent appartenir à une flotte distincte que les humains ne divulguent jamais lors de leur demande d'adhésion provisoire. Des murmures parcoururent dans la salle. Dissimuler des équipements militaires constituait une grave violation des protocoles d'adhésion à Concorde. De plus, poursuivit Sand, la technologie déployée par ces vaisseaux surpasse tout ce qui existe dans l'espace connu. Leur système de propulsion, leur capacité d'armement
et leurs dispositifs défensifs dépassent d'au moins 200 ans les normes actuelles de Concorde. La Chambre se tut tandis que les implications s'imposaient. Le chancelier Vex se tourna vers la représentante Julia Anderson, assise calmement au milieu du déluge d'accusations. Représentante Anderson, quelle explication la Terre propose-t-elle pour cette tromperie? Anderson se leva, l'air calme. Le gouvernement de la Terre m'a autorisé à vous présenter une personne plus à même de répondre à vos préoccupations. Elle désigna une silhouette debout dans l'ombre près de l'entrée. Avec la permission du Conseil, je vous présente l'ambassadeur Richard Nelson du gouvernement de la Terre unie. Un homme grand et distingué aux cheveux gris s'avança vers le centre de la salle. Contrairement à Anderson, qui portait la robe bleue d'un représentant de Concorde, Nelson portait un simple uniforme noir orné d'une seule broche argentée au col. « Merci de m'avoir permis de parler », dit Nelson, sa voix portant aisément dans l'immense salle. « Je comprends votre confusion et votre inquiétude. Lorsque l'humanité a rejoint le Concorde, nous avons dissimulé certaines informations sur nos capacités technologiques. Pour cela, je ne présente aucune excuse, seulement une explication. Veuillez poursuivre, dit le chancelier Vex d'un ton sec. Nelson hocha la tête. L'humanité a évolué différemment de la plupart des espèces de la Concorde. Si nombre d'entre vous ont voyagé dans l'espace avant de résoudre leurs conflits internes, la Terre ne s'est unifiée qu'après des siècles de guerre. Il toucha un petit appareil à son poignet, et un écran holographique apparut au-dessus du sol de la chambre, montrant des scènes de l'histoire humaine, des armées s'affrontant à différentes époques, des batailles antiques aux conflits modernes. Notre histoire est marquée par des guerres quasi permanentes, a poursuivi Nelson. Cela a permis des avancées technologiques rapides dans certains domaines, notamment l'armement, les systèmes défensifs et le traitement médical des blessures de combat. L'exposition a été modifiée pour montrer des vaisseaux et des soldats humains dont les capacités dépassaient largement celles présentées lors de l'admission de la Terre à bord du Concorde. Lorsque nous avons enfin atteint la paix mondiale et rencontré d'autres espèces, nous avons pris une décision, expliqua Nelson. Nous nous présenterions non pas tels que nous étions, mais tels que nous souhaitions être vus, une espèce jeune et quelque peu naïve, cherchant encore sa voie dans la galaxie. Vous avez menti, déclara sans embâche un représentant folléen. Nous avons omis, corrigea Nelson. Nous vous avons montré notre technologie civile, nos réalisations culturelles, nos connaissances scientifiques. Nous ne vous avons tout simplement pas montré notre capacité militaire. Pourquoi ? Demanda l'amiral Xan. L'expression de Nelson s'adoucit. Étant donné la façon dont d'autres ont réagi au fil de l'histoire face à un voisin militairement avancé, la peur conduit à l'action préventive. Nous voulions que vous nous connaissiez en tant qu'êtres humains avant de nous considérer comme une menace potentielle. La salle resta silencieuse pendant que les représentants analysaient cette information. Ce fut finalement le représentant Zoll qui prit la parole, sa voix ancienne d'une force inattendue. Et votre gouvernement planétaire unifié, nous l'avait-il également caché? Nelson hocha la tête. La plupart des espèces Concorde n'ont obtenu un règne planétaire unifié qu'après des siècles d'exploration spatiale et de menaces extérieures. L'humanité s'est unifiée grâce à des luttes intestines et des menaces extérieures. L'humanité s'est unifiée grâce à des luttes intestines, parvenant à un consensus par le conflit plutôt que par la nécessité. Le chancelier Vex se pencha en avant. « Qu'avez-vous caché d'autre, ambassadeur ?» « Beaucoup, admit Nelson, mais pas par malveillance. Nous voulions simplement, nous avions besoin, d'être certains d'être acceptés comme des égaux plutôt que craints comme des conquérants. » L'affichage holographique changea à nouveau, montrant les opérations de secours humaines sur Epsilon Eridani 4. Des soldats aidant les Novans blessés, des ingénieurs reconstruisant des infrastructures, des médecins soignant les blessés de toutes les espèces. 2 mois après les événements d'Epsilon Eridani 4, la galaxie s'adaptait encore à la nouvelle réalité.
Le Concorde galactique avait été bouleversé par les révélations sur la véritable nature de l'humanité. Certaines espèces réclamaient l'expulsion de la Terre du Concorde. D'autres suggéraient une alliance militaire. Quelques-unes proposaient même de restreindre les voyages spatiaux habités. Finalement, le Concorde fit ce que font souvent les grandes instances politiques face à des situations inédites. Ils formèrent un comité. La commission d'intégration humaine se réunit dans une station spatiale neutre en orbite autour d'une étoile morte, loin de toute planète habitée. Des représentants de 12 espèces majeures de Concorde étaient assis face à une délégation humaine conduite par l'ambassadeur Richard Nelson. « Votre proposition est inhabituelle », a déclaré le chancelier Vex, nommé à la tête de la commission. « Nous pensons que c'est la meilleure voie à suivre », a répondu Nelson. La Terre partagera sa technologie médicale, ses systèmes défensifs et ses innovations agricoles avec le Concorde. En échange, nous demandons une adhésion complète et une participation à la planification de la défense du Concorde. L'amiral Tan a tapé du bout des doigts sur la table. Le problème, monsieur l'ambassadeur, c'est la confiance. Vous avez dissimulé vos capacités autrefois. Comment être sûr que vous ne cachez plus rien? Une fois. Comment être sûr que vous ne cachez plus rien? Impossible, dit simplement Nelson. Tout comme nous ne pouvons pas être certains que chaque espèce de Concorde a révélé toutes ses capacités, la confiance doit se construire progressivement, par des actes et non par des paroles. Le débat s'est poursuivi pendant des heures, divers représentants exprimant leurs inquiétudes et leurs revendications. Malgré tout cela, Nelson resta calme, sans se montrer sur la défensive ni s'excuser. Pendant ce temps, sur Epsilon Eridani IV, une forme d'intégration plus concrète était en cours. Des ingénieurs humains travaillaient aux côtés des bâtisseurs de Novan pour reconstruire la colonie. Les dernières technologies agricoles humaines étaient mises en œuvre, promettant des rendements 3 fois supérieurs à ceux d'avant l'attaque. Dans le nouveau centre médical de la colonie, le docteur Lisa Harris formait le personnel médical de Nova aux soins avancés en traumatologie. Les extraterrestres à la peau bleue l'observaient avec fascination, tandis qu'elle démontrait des techniques développées au fil des siècles de guerre humaine. Pourquoi partager ces connaissances? Ces connaissances avec nous? Demanda un médecin de Nova. Votre espèce pourrait dominer la galaxie grâce à votre technologie. Le docteur Harris leva les yeux du simulateur médical. Et ensuite, régner par la peur, faire front seul contre ce qui adviendra. Ce n'est pas l'avenir que nous souhaitons. Des scènes similaires se sont déroulées dans toute la colonie, où les humains partageaient librement leurs connaissances et leurs compétences, sans attendre de paiement ni d'avantages politiques. C'est cela, plus que toute déclaration officielle, qui commença à changer la perception de l'humanité dans la galaxie. De retour au siège de Concorde, le vote final sur le statut de la Terre était sur le point d'avoir lieu. Des milliers de représentants de toute la galaxie s'étaient rassemblés pour ce qui serait une décision historique. Le chancelier Vex rappela le calme tandis que l'ambassadeur Nelson attendait calmement à la tribune. « Avant le vote, annonça Vex, nous avons reçu une communication d'Epsilon Eridani IV. Le directeur Carson souhaite s'adresser au conseil. L'écran principal s'illumina, montrant Lara Carson debout dans le centre colonial reconstruit. Derrière elle, humains et novans travaillaient côte à côte. « Honorable représentant, commença-t-elle, je comprends votre peur de l'humanité. Il y a 2 mois, j'aurais pu la partager. Mais j'ai vu ces humains non seulement se battre pour nous, mais aussi verser leur sang, travailler pour nous, nous enseigner. Ils avaient naté le pouvoir de conquérir, mais ils ont choisi de protéger. Ils avaient un savoir qu'ils auraient pu vendre, mais ils ont choisi de partager. » Elle marqua une pause, regardant droit vers la caméra. Ce qui est arrivé à notre colonie lorsque nous avons envoyé notre signal de détresse n'était pas l'horreur que beaucoup d'entre vous craignent aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'était l'humanité à son apogée. Puissante, certes, mais guidée par la compassion plutôt que par la conquête. Si cela vous horrifie, le problème ne vient peut-être pas d'eux, mais de vos attentes.
La salle resta silencieuse lorsque la transmission prit fin. Au bout d'un moment, le représentant Zoll se leva, sa silhouette vieillissante se redressant lentement. J'ai vécu assez longtemps pour voir de nombreuses espèces rejoindre la Concorde, dit-il. Aucune n'y est entrée dans des circonstances aussi inhabituelles, mais c'est peut-être approprié. Les humains sont une espèce particulière. Ils ont développé des armes capables de détruire des mondes, puis ont choisi de ne pas les utiliser. Ils ont acquis le pouvoir de conquérir, puis ont choisi de protéger. Ils ont maîtrisé la violence, puis ont choisi la paix. Il regarda l'ambassadeur Nelson. Ce qui nous horrifie, ce n'est pas seulement votre capacité de destruction, mais la prise de conscience que nous vous avons mal compris depuis le début. Pour la destruction, mais la prise de conscience que nous vous avons mal compris depuis le début. Vous n'êtes pas simplement des guerriers ou des diplomates. Vous êtes les deux, et cela vous distingue de toutes les espèces que nous avons rencontrées. Le vote qui suivit ne fut pas unanime, mais il fut décisif. La Terre obtint le statut de membre à part entière de la Concorde galactique, avec la responsabilité particulière de répondre rapidement aux appels de détresse dans toute la galaxie. Alors que Nelson quittait la chambre, l'amiral Xan s'approcha de lui.